Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025, ici Danick Julien, et voici le bulletin d'information Info CJSR. Élection municipale 2025, nous ferons un survol des différents candidats aux mairies de la région. Consultation publique sur l'église de Saint-Léonard. Des citoyens sont inquiets quant à la viabilité financière du projet. Symposium de Rivière-à-Pierre, la 20e édition a profité d'une météo plus que parfaite. David Ouellette, un athlète en culturisme de la région, s'est démarqué ce week-end à Montréal. Finalement, le cœur du patrimoine de Deschambault reprendra service. On en parle avec Odile Pelletier. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme annoncé lors de l'édition de la semaine dernière, l'église de Sainte-Christine d'Auvergne a été vendue au privé pour 40 000 $ par la fabrique Saint-Raymond-du-Nord. CJSR a voulu connaître la réaction de l'administration municipale. Alors voici mon entrevue avec le directeur général de Sainte-Christine d'Auvergne. Voici Stéphane Genois. Nous sommes présentement à Sainte-Christine d'Auvergne avec le directeur général Stéphane Genois. Bonjour. Bonjour. On est devant l'église de Sainte-Christine qui a été vendue au coût de 40 000 $ récemment. Mais évidemment, on est dans le dossier là, de la paroisse Saint-Raymond-du-Nord qui se départit de ces églises, les églises en majorité qui sont désacralisées, et ça a été le cas de l'église ici à Sainte-Christine d'Auvergne. Bon, Monsieur Genois, vous êtes le directeur général de la ville de Sainte-Christine. Comment vous prenez votre administration là, la vente de l'église de Sainte-Christine à un privé? Bien, nous, on voit ça d'un œil, d'un très bon œil. Les deux propriétaires actuels de l'église sont super dynamiques, sont jeunes et ils ont des projets quand même communautaires. Ils veulent garder une certaine vocation communautaire et participer beaucoup avec la municipalité au projet de l'église, au développement de l'église, la faire vivre encore. Alors, tout est ouvert en frais de dossier. Ils n'ont pas arrêté vraiment. Ils parlent d'événementiel. On parle encore de partage avec le camp de jour. Le camp de jour de Sainte-Christine d'Auvergne avait lieu dans l'église cette année, parce qu'on avait 49 enfants cette année, fait qu'on a quand même un grand nombre. Avec les développements qui s'annoncent pour l'avenir, on va augmenter nos enfants, le nombre d'enfants au camp de jour, fait que l'église va s'avérer un local idéal pour ça. Puis en plus, elle est centrale. Jusqu'à maintenant, on voit ça d'un très bon œil, puis on accueille les nouveaux propriétaires avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. Justement, les propriétaires là, semblent être en communication là, avec vous, donc il y a un lien qui est déjà établi. Tout à fait, oui. Depuis le début, on parle ensemble. On a regardé les usages permis, qu'est-ce qui était faisable avec l'Église, avec la réglementation municipale. Alors, depuis tout le début, on parle avec eux. Juste pour le rappeler à nos téléspectateurs, le conseil de Sainte-Christine d'Auvergne n'a jamais vraiment été intéressé là, à se procurer l'église avec un projet pour le coût de 1 $ qu'on peut voir ailleurs. Non. Dans le fond, il était un petit peu mitigé sur le dossier, sur les investissements à faire, l'avenir. Alors, puis d'un point de vue municipal aussi, l'équipe municipale n'est pas énorme, là, on s'entend. On est à Sainte-Christine d'Auvergne. On a quand même une très bonne équipe, mais ça prend des ressources pour la faire vivre. Alors, le passer au privé, c'est fantastique. Et bon, en terminant, justement, j'imagine que vous l'avez parlé un peu des souhaits là, pour le bâtiment qui demeure quand même avec une vocation communautaire, et ça semble déjà là, être ce qui est envisagé. Oui, tout à fait. Les nouveaux propriétaires veulent conserver une vocation communautaire, sociale. Fait qu'on est super satisfait de ça pour le moment, là. Oui.
M. Genois, je vous remercie. On se rappelle, hein, une église au Québec, c'est quand même un noyau du village, du moins d'hier. Oui. Alors, on va voir les développements là, dans ce dossier. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Bonne journée. La ville de Saint-Basile a annoncé la semaine dernière, 17 septembre, la mise en chantier officielle de ce qui va constituer le futur préau 4 saisons de la municipalité. Le projet de longue haleine pour Saint-Basile avait pris une tournure étrange en 2021, alors que des travaux préparatoires pour la construction du préau, lors de ces travaux, les responsables du projet étaient tombés sur le site d'un ancien cimetière mal documenté. Pour Guillaume Vizina, maire, le projet était très important, comme la population s'était prononcée en faveur du projet déjà. En effet, plusieurs le réclamaient, que ce soit pour la patinoire pour l'hiver ou encore pour un coin d'ombre l'été lors des activités du camp de jour. Pour réaliser le projet du préau, l'administration municipale de Saint-Basile a dû réimaginer le projet. De cette façon, le préau est maintenant construit sur le site de l'ancien terrain de balle et le terrain de balle, lui, est déplacé au site du Centre Nature. Comme ces projets sont financés en partie par le gouvernement du Québec, il a fallu de la flexibilité en raison des imprévus. Voici les explications du maire Guillaume Vizina. La subvention initiale qui a été déviée vers le terrain de balle en bas comprenait la relocalisation du terrain de balle et l'agrandissement du centre communautaire. Étant donné que l'augmentation des coûts avec le temps, ce qui est accepté par le gouvernement, c'est qu'on exécute le terrain de balle en premier, puis on verra où ce qu'on en est ensuite de ça. Puis probablement que ça va s'arrêter là. À ce moment-là, ça veut dire que l'agrandissement du centre communautaire, présentement, il est sur pause. On n'a pas encore mis officiellement la hache dans le projet, sauf que, puis c'est pas le bon terme, c'est pas la hache, parce qu'on le met sur pause. Notre but, c'est de retourner en demande de subvention plus tard dans un autre projet, puis de peaufiner un petit peu notre projet, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être mixer ça avec un agrandissement, mais aussi une réfection intérieure là, qui serait probablement très appréciée des gens de la place. Donc, on devrait savoir. Vous devriez revoir mon successeur sur ce dossier-là, j'imagine, dans probablement un an. Le projet du préau est construit par Côté et Fils. Guillaume Vizina, maire de Saint-Basile, en est allé de remerciements. Je remercie Côté et Fils. On est tout le temps content de travailler avec eux autres. C'est pas notre premier projet. J'espère que c'est pas le dernier. Puis ce qui est le fun, c'est que ça fait travailler du monde du coin. Puis ça, c'est très, très, très motivant. Qu'on soit sur le projet ici ou qu'on soit sur le projet du terrain de balle. Le projet même, je me rappelle du CPE, qui n'était pas notre projet. Le garage municipal, l'hôtel de ville, la caserne, ça a toujours été des gens du coin avec lesquels on a travaillé, puis ça a toujours bien été. Sur les employés aussi qui se faisaient questionner par les citoyens, à savoir, il va-tu se faire ce maudit préau-là? Ben, c'est un préau fantôme, là, puis qu'on ne le verra jamais. Ben non, il va se faire. Nous autres, on savait qu'il allait se faire. Sauf que pour les employés, ça devait être très tannant de se faire poser des questions régulièrement comme ça. Ben là, on y est. On y est. Le chantier a commencé. Si on est arrivé 10 minutes avant, on a entendu les pieux là, se faire cogner. Ben, attends, ça repart. Donc, les pieux se faire cogner dessus, qui sont les fondations de notre préau. Pour l'aide financière du gouvernement du Québec, eh bien, Vincent Caron a voulu un peu expliquer les implications de son gouvernement. Ce sont des investissements conséquents, dont celui du gouvernement. Donc, je suis vraiment très fier de vous annoncer, au nom de ma collègue, une des collègues qui n'a pas changé au sein du Conseil des ministres, en tout cas qui a gardé le même portefeuille, au nom de ma collègue ministre responsable du sport, du loisir, du plein air, Isabelle Charret, 2 aides financières du gouvernement du Québec. Finalement, une première de plus de 550 000 $ dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, qu'on appelle dans notre jargon le PAFIR. Alors, cette subvention va être utilisée pour la relocalisation du terrain de balle et l'agrandissement du centre Ernest J. Papillon ici, pour la chambre des patineurs, ainsi que pour l'ajout de rangements pour le matériel de sport. Et puis enfin, près de 1 250 000 $ dans le cadre, cette fois, du PAFIRSPA, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Cette fois, c'est pour la construction d'un préau, d'une patinoire couverte. En tout cas, comme je vous disais, Guillaume va pouvoir vous donner plus de détails, mais étant donné que cette infrastructure aura une vocation à être utilisée à la fois l'été et l'hiver, elle va pouvoir être multifonctionnelle. Donc, c'est un autre nouveau pas en avant pour Saint-Basile.
Parlons maintenant des élections municipales à venir. De plus en plus de candidatures sont annoncées dans les municipalités de la région. Bien que CJSR traitera principalement des mairies pour les élections 2025, nous ne pouvons pas passer sous silence la présente liste électorale de Saint-Raymond. À noter que pour le segment élections, les données que nous allons vous présenter ce soir ont été vérifiées hier, donc mercredi 24 septembre. À Saint-Raymond, Claude Duplain, maire sortant, avait exprimé le souhait de voir davantage de femmes se présenter au sein du conseil. On se rappelle que le conseil sortant était composé uniquement que d'hommes. Son vœu a été exaucé comme 3 femmes en date de mercredi avaient annoncé leur intention de se présenter. Cathy Moras se présente au poste 3, Corinne Moisan au poste 5 et Mélanie Jobin au poste 6. Toujours à Saint-Raymond, Philippe Brasseur a indiqué son nom comme candidat à la mairie. Pour Donnacona, l'entièreté des conseillers municipaux du dernier mandat se sont représentés, une chose qu'on ne voit pas vraiment dans les autres municipalités de la région. À Pont-Rouge, comme indiqué la semaine passée, la course à la mairie se fera pour le moment entre Danny Bisson et Mario Dupont. À Sainte-Christine d'Auvergne, Raymond Franqueur se représente à la mairie et l'ex-conseiller municipal Marc Ouellette se présente également au poste. À Cap-Santé, Michel Blackburn, maire sortant, se représente et Tommy Lefebvre se présente également à la mairie. Il faut dire que pour le moment, la liste électorale est encore à combler en majorité pour la municipalité de Cap-Santé. À Saint-Basile, Alexandre Dosti se présente à la mairie. On rappelle que le maire sortant, Guillaume Vizina, qu'on a vu il y a quelques secondes dans notre bulletin, ne se représente pas. Pour les autres données concernant les élections, soyez des nôtres la semaine prochaine. Évidemment, là, on traite au fur et à mesure que les données arrivent. On se rappelle que la semaine passée, on avait parlé, par exemple, de la municipalité de Neuville. Donc, si vous voulez en connaître davantage, vous pouvez aller voir l'édition de la semaine passée, 18 septembre. Alors, au retour de la pause, on fait un retour sur la consultation publique qui a eu lieu à Saint-Léonard concernant l'avenir de l'Église. On se rappelle, un comité de requalification a été créé il y a maintenant plus d'1 an et demi. Et évidemment, on se demande si la municipalité pourrait acheter l'Église au prix de 1 $. Alors, on en parle au retour. La Ligue d'improvisation Port-Neuf Alouette vous invite à venir passer un bon moment avec nous du 22 septembre au 11 mai. Tous les lundis soirs! Avec ça, au programme, de l'amusement, du popcorn, des niaiseries bien niaiseuses. Vous avez le côlon irritable également. Oh, ben ça, je le sais, c'est mon mari! des rires garantis. Attention à tes tibia! Puis des malaises malaisants. Ouais, assez. T'es-tu au courant que t'es nul? Sérieux, là? Puis, il y a des pétages de coche aussi. Ah, oh, ça, j'aime ça, les pétages de coche! Parce que là, je suis en train de tirer fort! Ça va être écœurant. Venez nous voir! Quand on s'intéresse à quelqu'un... Bonjour, comment ça va ce soir? On pose des questions. Avez-vous vos cartes d'identité, s'il vous plaît? As-tu 18 ans, toi? Est-ce que tout va bien ici? Est-ce que tout va bien, madame? Et mon voyage, t'as 25 ans, toi? On pose beaucoup de questions. Questions que le jeu reste un jeu. Des questions? Visitez bienjouer.ca. Alors, lundi 22 septembre, une rencontre importante pour Saint-Léonard. Consultation publique concernant la concrétisation du projet du comité de requalification de l'Église de Saint-Léonard. En fait, c'est de faire du bâtiment un centre communautaire. C'est devant une salle remplie que Denise Poirier, présidente du comité, Raphaël Benoît, vice-président, et Sophie Quentin aux finances, ont présenté leur projet et répondu aux questions. Un médiateur était sur place pour s'assurer du bon déroulement de la soirée. Comme mentionné lors de l'entrevue que nous avons diffusée dans l'édition de la semaine dernière, le KCELP souhaite multiplier les usages de l'Église de Saint-Léonard afin de diversifier les revenus.
Au menu, la continuité de la garderie déjà en place, l'installation de studios de musique communautaire, la concrétisation du café de l'église, la poursuite des activités de la salle de réception et la prise en main de la cuisine communautaire qui a été récemment inaugurée. On rappelle que le CRECELP souhaite que la municipalité achète l'église au coût symbolique de 1 $ pour ensuite en faire un modèle de co-gouvernance. D'ici le 1er novembre, eh bien, c'est important d'agir comme la fabrique souhaite vendre l'église. Voici les explications de la présidente Denise Poirier. Dans une situation où le comité considère que les 4 conditions incontournables à l'acquisition de l'Église sont maintenant acquises. On comprend que les 2 premières sont plus évidentes que les 2 dernières. La première, obtenir l'Église à 1 $. C'est important de savoir là, que ce n'était pas acquis ça, au début. Quand on a commencé le projet, on nous avait dit « c'est hors de question, pensez-y pas, ça ne se donne plus les églises pour 1 $. Mais on a fini par obtenir ça, entre autres choses parce que l'orientation des diocèses et d'accorder ce privilège-là aux municipalités à condition qu'il y ait un projet en marche qui ait des possibilités de retombées communautaires. Donc ça, on l'a obtenu, c'est le premier critère qui a été rempli. Le deuxième, c'est la correspondance du projet aux besoins exprimés par les citoyens. Bien, vous allez le voir, notre expérimentation, qui est quand même considérable, a permis de confirmer, de valider que les besoins qu'on avait déduits de la première consultation publique du 6 février 2024 se sont confirmés, ne serait-ce que par la fréquentation, la participation aux activités qu'on a organisées. Bon, je disais que les 2 dernières conditions sont certainement moins évidentes pour certains d'entre vous. La démonstration de la viabilité financière et la faisabilité du projet. Bon, pour la faisabilité du projet, c'est un peu plus évident. Certains ont consulté les documents préparés par des experts. Les conditions sont réunies pour que la bâtisse héberge les volets, les différents aspects du projet multifonctionnel qu'on a peaufiné. Pour la viabilité financière, je sais que beaucoup ont des questions là-dessus et en doutent, mais on va vous fournir ce soir la démonstration qu'elle est bien au rendez-vous. Et finalement, l'acceptabilité sociale, c'est ce soir qu'on pourra en prendre la pleine mesure et les élus sont là pour vous entendre vos opinions différentes et complémentaires probablement sur la question. Bien que le comité de requalification compte une centaine de membres, le projet ne fait pas l'unanimité chez les citoyens. Ceux qui s'opposent au projet craignent que l'achat de l'Église fasse à long terme exploser leur compte de taxes, à l'image de ce qu'ils ont vécu il y a 2 ans en lien avec le réservoir d'eau potable, un dossier qu'on se rappelle bien à Saint-Léonard. Durant la présentation, les membres du CRECELP ont expliqué que selon eux, le projet pourrait être rentable en se basant sur des activités qui ont été faites en 2024. Voici donc une partie du bilan financier donné par Sophie Quentin. Ça rapporte quoi les apéros, ça rapporte quoi les cafés du dimanche, les soupers bénéfices, le marché aux puces. Il y a eu beaucoup d'activités, un karaoké, c'est toutes des activités qui nous ont permis de projeter un revenu futur qui va aller toujours en croissant au fur et à mesure qu'on va s'équiper puis qu'on va faire les rénovations qui sont nécessaires. J'ai un revenu dépense de 230 000, on reste dans le réalisme. On va au-delà des revenus de location parce qu'il faut générer des revenus nets. En tant que revenu d'exploitation, on a effectivement notre café, on a les apéros, on prévoit une boutique de produits locaux. Quand on offre une salle en location, la première question qu'on nous demande, est-ce que vous avez un service de traiteur? Avez-vous de la vaisselle? Ou un organisme corporatif, il veut louer, avez-vous un écran? Avez-vous du son? Alors, on s'est équipé de ça. Puis, le 95 000, il a été calculé dans l'ensemble de tout ça. OK. Fait que moi, j'essaie de me concentrer sur le volet économique. Bien, on ne peut pas passer free qu'acquérir un bâtiment à 1 $ quand il est évalué à lui et son terrain à 531 400, c'est quand même une belle opportunité financière et immobilière. On y a déjà investi 155 000 $, alors on rajoute ça à la valeur qu'il a déjà en évaluation.
Au bout du compte, une fois désacralisé, ce bâtiment-là, bien, au même titre, il devient un immobilier municipal, au même titre que l'hôtel de ville. Et c'est ça, Raphaël, il a parlé beaucoup tout à l'heure, la position stratégique centrale du bâtiment est vraiment un atout pour générer des revenus. On voit les gens qui arrêtent, il y a déjà les touristes commencent à arrêter. Le jour où on va avoir une boutique avec des produits qu'on va offrir, qu'ils vont pouvoir acheter, ça va devenir vraiment un lieu touristique générateur de revenus. Malgré les projections du CLECELP, les citoyens ont manifesté leurs doutes quant à l'état du bâtiment. Selon eux, le bâtiment coûtera trop cher à rénover, ce qui nuira aux efforts du comité de rendre l'acquisition du bâtiment rentable. Toujours selon eux, qui donc sont réticents vis-à-vis le projet, il a été déploré que l'acquisition de l'église soit proposée en urgence. Plusieurs citoyens ont demandé le report de la prise de cette décision. Selon le CLECELP, l'inaction quant à la quant à l'achat de l'église aurait des coûts bien élevés. Et évidemment, concernant le fait que la vente soit rapide et urgente, c'est donc dû au fait de la volonté de la fabrique. Voici donc les explications de la présidente Denise Poirier. Alors, c'est une décision de la fabrique assez récente à l'effet qu'elle va mettre l'église en vente sur le marché libre dès le 1er novembre si la municipalité ne procède pas à son acquisition, du moins si elle ne prend pas la décision d'acquérir l'église. Puis l'autre décision qui est extrêmement importante, et le climat vous permettra de le constater, la fabrique a décidé de cesser le chauffage de l'église. Elle ne chauffera plus cette église-là. Il faut comprendre que pour la fabrique, l'église, ce sont des coûts, ce sont des dépenses sans perspective de revenus vraiment intéressants. Alors donc, ils veulent cesser les frais, donc arrêter le chauffage, c'est une dépense importante, ce qui veut dire, à toute fin utile, la cessation d'activités extrêmement importantes pour certaines d'entre elles, en tout cas. Ça veut dire, à toute fin utile, que la garderie devrait être relocalisée en plein hiver. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus d'accès ni à la cuisine communautaire, ni aux salles de réception qui sont, dans la tradition de Saint-Léonard, très, très prisées pour les réceptions familiales des fêtes. Il n'y aurait plus de café communautaire, plus de rencontres hebdomadaires du club de... La consultation publique de lundi avait pour but donc d'informer la population, mais également le conseil municipal qui sera appelé à se prononcer lors de la prochaine séance du conseil. Jeudi dernier, à l'éco-chalet du parc naturel de Saint-Alban, Sophie Simard, citoyenne de la petite municipalité, a lancé son projet artistique nommé NI. L'artiste en métier d'art textile s'intéresse depuis des lustres à la récupération et au camping. Elle a donc décidé de combiner les deux pour créer des nichoirs que l'on retrouvera au Parc naturel régional de Portneuf. Le projet est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec et également par la MRC de Portneuf. Alors, Mme Simard est habituée de travailler en récupération de matériaux, on l'entend. Depuis plusieurs années, j'ai eu une production pendant plusieurs années là, de vêtements faits à partir de matériaux récupérés, pour lesquels j'ai collaboré d'ailleurs avec la ressourcerie de Portneuf pendant vraiment longtemps. Je récupérais des lainages de toutes sortes, surtout, pour en faire des vêtements très ancrés dans notre territoire, en laine, pour se réchauffer l'hiver, puis essayer d'être beau même au chalet. L'artiste compte évidemment sur la collaboration du Parc naturel régional de Portneuf, d'où le fait que cette conférence ait eu lieu à l'éco-chalet. Elle explique davantage sa vision. Le projet que je dépose en ce moment, c'est l'espèce d'amalgame de tout ça. Mon intérêt pour la nature, puis les nids étant une thématique du projet, les nichoirs, les nids. Mon intérêt pour récupérer du matériel désuet, ça, j'ai tout le temps vu ça comme c'est une préoccupation pour moi, ça me tracasse à temps plein. Quand je vois du matériel qui ne sert à rien, ça m'énerve. J'ai la conviction profonde qu'il ne devrait même plus y avoir rien de neuf qui se crée dans la vie. On devrait tout faire avec ce qui existe déjà en termes de matériel. On devrait être capable de tout faire avec du matériel récupéré. C'est comme... C'est ça. C'est à l'intérieur de moi, cette conviction-là. Puis mon envie de faire une œuvre artistique aussi. Fait que, voilà. Plusieurs prochaines étapes attendent Sophie Simard pour son projet NI.
On l'écoute une dernière fois. Aujourd'hui, étape 1, je commence en fait à récolter de l'équipement de camping désuet. Je vise, pour être clair, des équipements textiles, c'est-à-dire des équipements souples, des équipements mous, des équipements textiles, des trucs que je vais pouvoir, après ça, utiliser les techniques que je connais déjà, mais les pousser un petit peu plus loin peut-être pour en faire éventuellement des nichoirs où nous nicherons. Le Cœur du patrimoine de Deschambault-Grondines reprend du service après quelques années d'inactivité due à la pandémie de la COVID-19. J'ai parlé avec l'une des membres du Cœur, Odile Pelletier, pour discuter de la période d'inscription qui est encore en cours. On accueille maintenant Odile Pelletier en studio pour nous parler du Cœur du patrimoine à Deschambault-Grondines. Bonjour Odile. Bonjour Danick. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Nous allons nous tutoyer pour l'entrevue. On se connaît assez bien, Odile et moi. Donc le Cœur du patrimoine, qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi on en parle aujourd'hui? Je vais commencer par pourquoi on en parle aujourd'hui. Ouais. On en parle aujourd'hui parce que ça va redémarrer avec une formule différente. On en parlera peut-être plus en détail après. Puis là, on est à la recherche pour compléter notre cœur de choristes. On aimerait avoir quelques hommes supplémentaires, mais on n'empêche pas les femmes de s'inscrire s'il y en a qui ont le goût. Donc, c'est pour ça qu'on vient en parler. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? C'était en fait, c'est quoi? Ouais. Ouais. En fait, le Cœur du patrimoine, il existe quand même depuis les années, le passage de l'année 1999 à 2000. C'est Élise Paré, qui était une femme extraordinaire, qui avait parti ce chœur-là. Elle était organiste à Deschambault-Grondines et sa mère était organiste. Donc, elle avait toujours travaillé dans les chœurs. Donc, ça fait partie de la culture immatérielle de Deschambault-Grondines. Ça fait partie de l'histoire du lieu. Et là, elle avait décidé, pour le passage à l'an 2000, de repartir le chœur. Et à partir de ce moment-là, le Cœur du patrimoine a repris vie et a continué jusqu'à la pandémie. Évidemment, avec la pandémie, plusieurs activités culturelles dans la région et partout au Québec ont dû être sur pause, arrêtées. Ça a été le cas du Cœur du patrimoine. Et là, vous êtes 4 personnes assez crinquées, on peut le dire comme ça, qui veulent redémarrer là, le projet, l'initiative. Oui. Alors, au printemps passé, on a présenté le projet à Mes idées, notre avenir au projet Alcoa, qui est des projets moins gros, qui peuvent être présentés par des citoyens. Il fallait être parrainé par quelqu'un. Alors, on s'est fait parrainer par Culture et patrimoine Deschambault-Grondines, qui autrefois s'occupait du cœur. Et on a gagné le prix dans la section culturelle. Donc, ça nous donne vraiment le montant d'argent pour repartir la machine, parce qu'on engage évidemment la chef de chœur, une organiste, des chefs de pupitre aussi, donc ceux qui s'occupent de chaque petite section pour nous aider. Puis cette année, on a trouvé du monde pour chacun d'entre eux, ce qui est vraiment le fun. Des musiciens de la place que ça leur fait aussi un emploi, là, les dimanches, là, que ça peut améliorer leur sort en tant que travailleurs culturels. Et donc, on a décidé de repartir ça cette année. En grand, on a déjà 36 personnes d'inscrites, puis là, bien, on cherche d'autres participants parce que c'est vraiment une expérience qui vaut la peine d'être vécue. En tant que participant, moi, je sais pas lire la musique, donc c'est ouvert à tous. Les musiciens qui sont vraiment bons, ils vont y trouver leur compte parce qu'on fait des pièces quand même complexes qu'au début, on se dit « Oh mon Dieu, comment je vais réussir à faire ça? » Puis quand ça finit, on est vraiment fiers du résultat. Parce qu'un chœur, ce que ça a comme effet, c'est que ceux qui sont plus expérimentés, bien, ils sont là pour nous soutenir. Hein? On entend les autres chanter à côté de nous, donc si on ne suit pas trop la musique, je sais que ça monte, ça descend, mais ça nous aide vraiment au niveau du rythme, de la force, etc., de l'interprétation, parce qu'on arrive vraiment à des très beaux résultats. Fait que tout le monde y trouve son compte. Puis aussi, bien, ce qu'on a fait aussi qui est nouveau, c'est la façon de payer. Alors, nous autres, on voulait vraiment que ce soit accessible à tout le monde. Il y a des gens qui voulaient venir avec leur famille parce qu'on fait chanter aussi les enfants dans certains petits cantiques, pas dans toutes les affaires compliquées, mais dans certaines choses. Et donc, on a pour s'inscrire, ça coûte 10 $ pour la saison. C'est juste l'automne, ça commence le 5 octobre, dimanche. C'est toujours les dimanches après-midi. De 2 à 4. Et là, ça coûte 10 $, mais les gens peuvent aussi donner un peu plus s'ils le veulent. C'est un don qui est éligible à avoir un reçu d'impôt, parce que CPDG peut faire ça, le Culture et patrimoine Deschambault-Grondines peut faire ça. Donc, il y a 2 types de cotisations. La première, c'est démocratisation culturelle, en fait. De se dire qu'en donnant un peu plus, je vais peut-être aider quelqu'un qui n'a pas les moyens de venir à être dans le cœur. Ça, c'est entre 40 et 90 $ qu'on peut donner en plus. Et le dernier, c'est pérennité du cœur. Donc, à partir de 100 $ et plus, on peut dire, ben moi, je veux que ça dure dans le temps, qu'on ait ce cœur-là à travers les ans. Donc, c'est les formules qu'on a mis. Fait qu'on peut s'inscrire à 10 $ pour la saison ou donner un peu plus si on croit à ça.
pour justement aider le chœur à poursuivre ses activités longtemps. Oui. Odile, tout à l'heure, tu nous as expliqué là, que vous aviez plusieurs personnes qui étaient employées pour la fonction de ce chœur-là. Qui va diriger le chœur? Alors, le chœur va être dirigé comme c'était la relève prévue par Élise à l'époque. C'est Christine Bernard, qui est vraiment très bonne, là, puis qui est très dynamique. C'est... Juste la voir, ça, c'est agréable. C'est un show un peu. C'est vraiment... On a bien du plaisir aussi. Là. On travaille fort, mais on a du plaisir aussi dans le cœur. Et puis, à l'organiste, c'est Laura Trottier, une petite fille de Grondines, qui reste maintenant à Québec, mais qui, donc, nous accompagne à l'orgue. Et au niveau des inscriptions, 36 déjà, c'est encore possible de s'inscrire? Comment on fait? Oui, bien, on peut aller sur la page de Culture et patrimoine des Chambaud-Grondines dans la section Atelier. Là, il y a une petite... On passe par Zifi. Puis aussi, la première fois, le 5, dimanche, on va accueillir les gens 15 minutes plus tôt. Alors, si quelqu'un est intéressé, ne sait pas trop comment aller s'inscrire, bien, il peut venir déjà sur place, puis on va aider les gens à le faire. Okay. Et puis, il y en a quelques-uns qui voulaient venir voir comment ça se passe, pour s'il y avait le goût. Fait que c'est possible aussi de faire ça, là. Et sur les 36, est-ce qu'on sait s'il y a des anciens qui reviennent? C'est un très beau mélange d'anciens et de nouveaux. Même au niveau de ceux qui dirigent les pupitres, on est content. Il y a des nouveaux jeunes qui s'installent à Grondines, tout ça, qui viennent à Deschambault aussi. C'est des gens de la place qui sont musiciens puis qui ont accepté de ce mandat-là. C'est que ça, c'est vraiment chouette, là, parce que c'est des gens d'ici qui s'impliquent. Puis ce que je veux rajouter aussi, c'est que c'est aussi... On fait un concert le 21 décembre. C'était justement ma dernière question. S'il y avait un concert rattaché à la fin de la saison. Donc, c'est un concert le 21 décembre. Habituellement, on faisait la messe de minuit. Cette année, on ne la fera pas. On va faire le concert du 21 décembre. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet aux gens de la place, aux gens du comté, d'avoir accès à un patrimoine musical, parce qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent vraiment du patrimoine de Deschambault. Il y a une messe qui a été chantée à travers le temps, là, depuis je ne sais pas combien de temps. C'est en latin, on ne comprend rien de ce qu'on dit, mais c'est vraiment quelque chose qui était là dans la place. Puis on a aussi toutes sortes de petits cantiques qui peuvent être en catalan, en sicilien. Il y a une pièce qu'on fait des fois qui est en allemand. Donc, c'est des pièces que les gens n'entendent pas souvent. Il y a même des Haydn qu'on fait, ça a l'air que ça n'a jamais été mis sur disque, ça n'existe pas. Fait que ça permet à la communauté d'entendre des choses qu'ils n'entendraient pas normalement. Et dans le temps, à l'époque, le seul contact que les gens avaient avec la musique, c'était à l'église. Oui. Parce que sinon, il n'y en avait pas de concert, il n'y en avait pas de choses comme ça. Donc, ça fait partie aussi de cette espèce de rendre à la communauté aussi cette possibilité-là d'avoir des concerts tout près de chez eux à aller écouter. Odile Pelletier, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour parler du Chœur du patrimoine. Inscription toujours en cours, début de la saison, le 5 octobre. C'est bien ça. Merci. Le symposium Haut en couleur de Rivière-à-Pierre était de retour ce week-end. Mon collègue Tony Vézina est allé sur place. J'ai pu prêter ma voix à son reportage. C'est 20 et 21 septembre dernier, à Rivière-à-Pierre, se tenait la 20e édition du symposium Haut en couleur. Encore une fois, comme par les années précédentes, plusieurs artistes se sont rendus sur place sur le merveilleux site des Chutes de la Marmite pour présenter leur art. Dans le cadre d'un reportage, CJSR s'est entretenu avec le président d'honneur, Mathieu Saint-Laurent. Alors bonjour, ici Mathieu Saint-Laurent, président pour le comité organisateur du symposium Haut en couleur de Rivière-à-Pierre et également le président d'honneur de l'événement pour le 20e anniversaire. Alors c'est quoi Haut en couleur? C'est la réunion de des artistes d'un petit peu partout au Québec qui viennent exposer en pleine nature sur le site des Chutes de la Marmite leurs œuvres visuelles. Donc on va avoir des peintures, on en a qui font du dessin, on en a qui font de la peinture et sculpture dans une même œuvre. C'est ce qui rend l'événement excessivement attrayant, mais très certainement les multiples couleurs qu'on peut retrouver parce qu'on a chacun nos pigments, chacun nos manières de les appliquer, de les véhiculer. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai commencé à peindre à l'âge de 9 ans. J'avais pris des cours de peinture, j'ai commencé par faire des paysages. Par la suite, je me suis spécialisé dans le personnage, donc j'ai été un peintre personnagiste pendant plusieurs années. Et subitement, l'envie de refaire des paysages m'est revenue. Et donc, je me suis lancé dans les aurores boréales, phénomène qui est de plus en plus intéressant et qu'on voit de plus en plus fréquemment
Alors, je les peins à ma manière, comme je dirais à la manière de Maslow, qui est mon nom d'artiste, et je vais ajouter ma signature. Moi, ma signature, c'est de mettre des paillettes dans mes œuvres. Ça va rechercher une brillance, ça va redonner une essence à l'œuvre, mais également à l'observateur. Ça vient nous permettre d'admirer l'œuvre sous différents angles et ça nous permet vraiment de pouvoir apprécier l'art visuel, mais de s'en imprégner et bien sûr de pouvoir l'apprécier. Par ailleurs, le site des Chutes de la Marmite est connu depuis de très nombreuses années et c'est pour nous l'essence même du symposium de peinture parce que justement, on est en pleine nature. Les gens veulent sortir, le site est extrêmement attrayant et nos artistes veulent sincèrement se retrouver dans cette belle nature qui ne cesse, malgré les multiples visites qu'on peut y faire, de nous éblouir et de nous rendre fiers de notre merveilleux site des Chutes de la Marmite. Alors, cette année, en 2025, on célèbre le 20e symposium de peinture haut en couleur. Donc, 20 éditions. C'est incroyable tout de même qu'un symposium réussisse à perdurer pendant autant d'années. Donc, c'est sûr qu'on a eu de multiples événements qui font en sorte qu'on a de plus en plus de difficultés à avoir des artistes qui participent. Toutefois, je suis quand même à l'aise de dire que l'on privilégie la qualité à la quantité. On a des artistes présents, des artistes qui sont présents depuis de nombreuses années, parfois des nouveaux, mais l'essence du symposium étant une belle valeur de fidélité. Et c'est ce qu'on remarque beaucoup avec cette 20e édition. On est vraiment content de pouvoir permettre à anciens, nouveaux artistes de pouvoir s'émerveiller et épanouir l'œil et jeter l'œillade par ailleurs à nos œuvres de nos admirateurs. La région de Portneuf se mobilise pour concentrer ses efforts en emploi dans la région. En effet, jeudi dernier, Portneuf Ensemble a inauguré son chantier sur l'emploi nommé le Collectif Emploi. L'inauguration a eu lieu au studio collectif de Deschambault. Le but du Collectif Emploi est de s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre qui touche plusieurs secteurs d'activité dans la région. Selon le collectif, le manque d'opportunités d'emploi et le manque de connaissances de son milieu entraînent aussi une migration des jeunes et des nouveaux diplômés vers d'autres régions. Pour pallier au problème, le collectif souhaite mettre en place et mettre en valeur les services d'aide en employabilité de la région qui sont souvent méconnus. Dans le collectif, on retrouve plusieurs acteurs bien impliqués pour l'enjeu d'employabilité, tels que le service d'aide à l'emploi, le PE, l'Association des personnes handicapées de Portneuf, la PHP, le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et qui travaillent pour ne nommer que ceux-là. Lors du lancement de jeudi, les capsules ont été présentées pour justement s'adresser directement autant aux chercheurs d'emploi qu'aux employeurs. Voici donc en premier lieu la capsule qui a été adressée aux chercheurs d'emploi. Tu habites dans Portneuf et tu cherches un emploi qui te ressemble. Voici ce que nous te proposons. Anne-Frédérique, qu'est-ce que Qui travaille t'a apporté? Ça m'a apporté une belle subvention salariale qui m'a permis d'apprendre à mon rythme au travail. Ça m'a également apporté une belle formation de pâtisserie en ligne que j'ai fait avec plaisir. Ça m'a permis de continuer mon travail, ma job de rêve. Chez Vanille Confetti, ça fait maintenant 2 ans que je vais travailler là-bas. Si tu t'identifies à notre clientèle, que tu sois une problématique de santé mentale, une limitation intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, puis que tu ressens des défis avec ta recherche d'emploi ou ton maintien en emploi, n'hésite pas à appeler Équitravail, on est là pour t'aider. Tu te sens peut-être pas prêt à retourner travailler demain, mais tu y penses sérieusement? L'APE peut t'offrir un accompagnement fait sur mesure pour t'aider dans la réalisation de tes projets. Un service complet, flexible, qui répond à tes besoins actuels et qui respecte ton rythme, ça existe. Tu es résident adulte de Portneuf et tu es en recherche d'emploi? Accès Travail Portneuf peut t'aider. De façon générale, que tu sois issu de l'immigration ou que tu sois retraité,
que tu sois sans emploi ou encore que tu te questionnes au niveau de ton avenir professionnel, Accès Travail Portneuf peut t'offrir une gamme de services adaptés qui répondront à tes besoins. Donc, sans plus attendre, contacte-nous. La Croisée est un centre de services spécialisé en emploi. Nous travaillons avec les personnes qui vivent avec des limitations sur le plan physique, qui peuvent être attribuables à un accident, une maladie, une détérioration de la condition médicale. Le but de la démarche est de cibler un emploi adapté à vos capacités tout en respectant vos limitations. Également, lorsque votre condition physique ne vous permet plus de poursuivre vos activités professionnelles, nous pouvons vous accompagner pour une réorientation de carrière. Moi, mon nom, c'est Michael Perron. Je suis ambassadeur pour le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et puis je suis ancien client. Le CGE m'a aidé à trouver ma voie, donc c'était vraiment intéressant puisque dans le fond, je pouvais savoir où je voulais m'aligner, découvrir en fait ce que je voulais m'aligner en même temps d'être rémunéré. Si tu as entre 16 et 35 ans, que tu es à la recherche d'emploi, que tu ne sais pas ce que tu veux faire encore, je te conseille de nous contacter, on va pouvoir t'aider. Je recommande d'aller voir les services d'aide en emploi. C'est vraiment excellent. On est servi comme il faut. Ici, c'est vraiment un endroit où on peut être aidé n'importe quand. Tu désires en apprendre davantage? Consulte la section Travailler et entreprendre sur regionportneuf.com. David Ouellette, originaire de Saint-Raymond, pratique une discipline sportive peu commune. Je l'ai invité en studio ce mercredi pour connaître son monde, le culturisme. On est maintenant dans notre section talents locaux. On accueille David Ouellette de Saint-Raymond, un culturiste, bodybuilder en anglais, qui s'est démarqué ce dimanche au Summum Classique de Montréal. Il est allé chercher la 3e place dans une catégorie. On va en parler tout à l'heure, mais avant, on va lui dire bonjour. Yes. Bonjour David. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Oui, bien merci d'être des nôtres. Donc, merci à toi de m'accueillir. Ben, c'est la première fois qu'on a la chance de t'accueillir. Tu es un gars de la place, un gars de la région, qui pratique le culturisme, bodybuilding. Et puis, c'est justement quelque chose qu'on connaît peut-être pas tellement à Portneuf. Peux-tu nous parler un peu de toi et de ta passion? Oui, ben en fait, moi, je viens de Saint-Raymond. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais à peu près 12-13 ans. Ce qui m'a donné l'idée de commencer à faire du culturisme. Mon père en a fait pas mal toute sa jeunesse, je dirais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas m'entraîner? Fait que j'ai commencé à l'entraînement, tranquille, ici au petit gym là, à Louis-Jobin. Le prof d'éduc me donnait beaucoup de temps libre sur mes cours d'éduc pour pouvoir m'entraîner à ce gym-là. Fait que ça m'a donné un beau grand coup de pouce. Ouais. Puis entre-temps, je travaillais aussi au Gym Nick, feu Gym Nick. Ouais. Puis ça m'a embarqué vraiment dans la roue, je te dirais, là, de l'entraînement, d'apprendre de plus en plus comment ça fonctionnait. Puis côté compétition, l'idée m'a sorti quand j'ai rencontré mon coach, en fait, Pierre-Jacques Guioni, un gars de Québec. On s'entraînait ensemble, il me faisait mes petits programmes. Puis là, un moment donné, je voyais justement les compétitions qui se passaient à Québec, à Montréal. Puis je me suis dit, pourquoi je ne l'essayerais pas? Fait que là, j'ai glissé un mot à mon coach, puis il m'a dit, parfait, on part ça. Fait qu'on a parti une préparation. En 2023, on s'est préparé à peu près 1 an. Puis après ça, on s'est essayé pour la Summum Classique à Montréal 2024. Puis j'ai fait 2 catégories. Dans le fond, j'ai fait True Novice, c'est la première compétition qu'on fait. Puis après ça, j'ai fait Middleweight. Ouais. Puis True Novice, j'ai terminé premier. Puis Middleweight, j'ai fini 5e sur 9 gars. Okay. Fait que c'était quand même pas pire pour une première compétition, là. Puis cette année, j'ai refait la même compétition, mais pour me classer pour pouvoir faire le national qui est à Toronto, qui est un show en fait qu'on fait pour gagner notre carte professionnelle là, dans le culturisme, pour pouvoir après ça faire des shows là, professionnels et non amateurs. David, je te suis sur les réseaux. Je vois que juste avant tes compétitions, il y a quand même une préparation à faire juste avant le jour J. Peux-tu nous parler de cette préparation-là? Oui, en fait, c'est une préparation qu'on appelle une prise de masse. C'est que on ne peut pas gagner de muscle si on est en déficit calorique, si on est sous-alimenté, ce qu'on fait en préparation. Fait qu'on fait un bon off-season qu'on appelle, une prise de masse d'environ 6, 7, 8 mois, grosso modo, sans gagner trop de gras. Fait qu'on monte le poids, on monte, puis c'est dans ce moment-là qu'on va gagner de la fibre musculaire. C'est ce qu'on va aller chercher pour ensuite faire une perte de poids, une perte de gras qui va nous permettre de vraiment voir la définition musculaire de ce qu'on a gagné pendant la prise de masse.
Fait que pendant la préparation de compétition qu'on appelle, c'est à peu près 3 mois à 4 mois. Là, il va falloir cardio, on mange du poisson blanc, on met plus d'épices, pas de ketchup sur nos poissons. Fait que c'est le moment le plus dur de la compétition, je vous dirais, parce que c'est vraiment là qu'on donne tout, on donne le 100%. Autant off-season aussi, mais en préparation, c'est vraiment là qu'on sait si on va être bon ou pas sur la scène. Donc, ça te demande une mobilisation quasiment continuelle toute ton année ou presque? Autant le off-season que la préparation, c'est un mode de vie, le culturiste, le bodybuilding. C'est à tous les jours, ça part du sommeil, de l'alimentation. Le gym, oui, c'est important, mais c'est à part. Je veux dire, il faut vraiment avoir les bases. L'alimentation, c'est 90 à 95% de ce que tu vas présenter sur scène. Ça paraît niaiseux comme ça, c'est pas juste le gym, c'est vraiment ce que tu manges. Puis le sommeil, il faut que tu aies un bon mode de vie, il faut pas que tu boives de l'alcool, il faut pas que tu fasses le party. C'est vraiment, tu sais, mon exemple, je travaille, j'arrive chez nous, je mange, je me couche, je me lève le lendemain, je fais mon cardio, je remange, je m'en vais au gym, je fais une petite sieste. Tu sais, c'est vraiment, tout tourne autour du sport. Donc, la vie au complet qui est orientée vers là. J'imagine, David, que tu as des ambitions. Oui. Bon, quand même, tu as réussi ton objectif cette année en te qualifiant à la 3e place dans la catégorie middleweight, si je ne me trompe pas. Là, ça te donne accès aux nationaux le 7 juin 2026. 7 juin 2026, je vais pouvoir là, participer au Pro Qualifier à Toronto. On va s'essayer, ça ne veut pas dire que ça va bien aller, mais au moins j'ai l'objectif en tête. Juste pouvoir voir le calibre des gars aussi qui sont là, parce que c'est du monde de partout qui peuvent participer à ce show-là, parce qu'on a la carte professionnelle qui est très, très convoitée. Parmi tous les athlètes, tout le monde veut finir professionnel, moi en partie. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'on va s'essayer cette année, on y va sans attente, comme ça on ne sera pas déçus. Bon, au moins, on a un très bel objectif. Qu'est-ce que ça t'apporterait de devenir professionnel, d'avoir la carte? En fait, ça m'apporterait l'occasion de pouvoir faire des shows à l'international dans ce milieu-là. Aussi, si je gagne des shows qui sont professionnels, là, ça t'apporte des sponsors. Puis là, ça commence à être monétisé. Mettons, la première place, je dis un chiffre comme ça, tu gagnes 1 000 $. Ouais. 1 000 $, c'est rien, mais ça reste quand même, ça paye l'inscription, ça paye tous les à côté qu'il y a de la compétition. Mais mon but en faisant tout ça, en ayant ma carte professionnelle, moi, c'est d'avoir le plus de visibilité possible pour pouvoir vivre du coaching en ligne. OK. Ouais. C'est plus pour ça. Là. Donc, ça veut dire que tu veux coacher? Oui, je veux coacher. J'ai fait en fait la formation d'entraîneur avec Quantum Training en 2022. Mais je me suis tellement concentré sur les préparations de compétition que j'ai pas nécessairement eu le temps de prendre de clients encore. Okay. Mais là, j'essaie de vraiment me focaliser là-dessus parce qu'à cette heure, c'est plus vraiment un entraîneur dans un gym, c'est plus en ligne que ça se passe. Donc un suivi, là. Oui, exact. Un suivi hebdomadaire, là, autant alimentation qu'entraînement, dépassement de soi. Là. Ça serait vraiment plus mon but de me transférer de ce côté-là. Là. Alors, on va suivre évidemment là, les développements dans ta carrière de bodybuilder. Merci d'avoir été des nôtres, plaisir, David. Merci à toi. On va avoir l'occasion probablement de te réinviter peut-être au mois de juin de l'année prochaine pour parler justement de tes progrès. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci. Au retour de la pause, nous parlons du premier cours de danse en ligne de Saint-Basile qui a eu lieu ce lundi. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. À Saint-Basile, à l'école des Trois Sources, lundi soir 22 septembre, a eu lieu le premier cours de danse en ligne donné par Océane Méran-Blain. Le cours a attiré plus de 80 personnes souhaitant s'initier à ce type de danse. Les participants faisaient majoritairement partie de la relève, alors que la danse country redevient populaire depuis déjà quelques années. Tony Vizina était sur place. Voici 2 courts extraits de la soirée. Vous
vous avez tous donné le mot aujourd'hui pour être là. Je me présente, je m'appelle Océane Béramblin. Je viens tout juste d'arriver à Saint-Basile. Je donnais des cours auparavant, mais dans la Montérégie, dans le coin de Saint-Hyacinthe. J'ai décidé de partir de mon école ici. Ça fait à peu près 3 ans que je fais de la danse en ligne, mais que mon enseignement, en fait, ça va être ma 2e année. Fait que vous êtes quand même entre bonnes mains. Ça devrait bien aller. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà pris des cours de danse? Danse en ligne, quelconque, peu importe. Fait qu'il y en a une couple que c'est leur premier cours. C'est ça? Dans le cadre des Journées de la culture qui se déroulent donc ce week-end 27 et 28 septembre, la MRC de Portneuf invite à nouveau la population au manoir Allsop de Cap-Santé et également au fort Jacques-Cartier. Le site chargé d'histoire est animé à chaque journée de la culture depuis 2022. Il sera encore une fois ouvert pour faire découvrir au public son impact lors de la guerre de la conquête, juste après la bataille des plaines d'Abraham. L'événement aura lieu uniquement lors de la journée du samedi 27 septembre. Il faut rappeler que dans la dernière année, la MRC de Portneuf a mis beaucoup d'efforts pour transformer le site Manoir Allsop et Jacques-Cartier en institution muséale. Selon Bernard Gaudreau, préfet de la MRC, le site, dans le cadre du projet, viendra qu'à accueillir un centre de recherche, de conservation et d'interprétation dédié à l'archéologie et à l'histoire régionale, en plus d'être ouvert au grand public. Tout au long de la journée, le public pourra profiter librement d'une animation historique immersive en continu, comprenant avec un campement militaire et des démonstrations des arts et métiers de l'époque du fort Jacques-Cartier, en collaboration avec la société In Memoriam. Depuis, les visites guidées d'une durée d'1 heure 15 minutes auront lieu avec des départs aux demi-heures. Ils se dérouleront donc à partir de 10 heures. L'accès au site historique du fort Jacques-Cartier du manoir Allsop, situé au 15 rue Notre-Dame, sera assuré par un service de navette gratuite. Les automobilistes sont donc invités à se stationner à l'arrière de la MRC de Portneuf, au 185 route 138. L'événement est organisé par la MRC, en partenariat avec la Ville de Cap-Santé, la Société d'histoire du Cap-Santé et, comme c'était un peu plus tôt, la Société d'histoire In Memoriam. On rappelle que les Journées de la culture donc, ont lieu cette fin de semaine, comme on vient d'en discuter. Il y a évidemment plusieurs événements partout dans la région. Il faut visiter donc le site web des Journées de la culture pour savoir ce qui vous convient le mieux. De plus, ce week-end, l'événement au rythme de l'automne aura lieu le 27 septembre à Saint-Raymond entre 11h et 16h. Encore une fois, ça va se passer du côté du centre de ski de Saint-Raymond. Au programme, dégustation de bière et de viande, maquillage pour enfants, structure gonflable, chasse à la citrouille, ébluchette de blé d'Inde et j'en passe. Toujours ce samedi 27 septembre à Saint-Basile, cette fois, entre 13 et 16 heures, il y aura une journée porte ouverte à la caserne et à l'hôtel de ville. L'événement s'adresse aux citoyens qui souhaitent découvrir les améliorations qui ont été faites à leur infrastructure municipale dans les derniers mois. Et finalement, la semaine dernière, il y avait la Route des Arts et Saveurs qui a été un franc succès avec une participation impressionnante. Pour notre part, CGSR, nous nous sommes rendus rapidement du côté de la ferme du Grenier-Long qui était un arrêt de découverte cette année. Il y avait sur place un food truck, également plusieurs activités d'autocueillette qui ont été réalisées, telles que l'autocueillette de citrouille ou encore de cerises de terre. Les affaires policières maintenant. La Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation de 3 personnes jeudi dernier dans le cadre d'une importante perquisition liée au trafic de stupéfiants dans l'entreprise MCB Construction, donc au parc industriel de Saint-Raymond. Une vingtaine de policiers, patrouilleurs, enquêteurs du service des enquêtes de la MRC de Portneuf, en collaboration avec la MRC de Jacques-Cartier et même un maître chien ont participé à l'enquête qui a mené à cette opération policière. Il faut dire, la perquisition a été très importante. L'intervention a permis aux policiers de mettre la main sur 172 grammes d'une substance présumée être de la cocaïne, également 17 000 $ en devises canadiennes.
ainsi que 12 armes à feu, environ 1375 munitions, 3 arbalètes, ainsi qu'une balance qui était contaminée, qui ont donc tous été saisis. En plus des locaux de l'entreprise situés sur la rue de la Défense nationale, une résidence de la route Corcoran a aussi été ciblée. Donc, comme on le disait, un homme et une femme de la quarantaine de Saint-Raymond ont été appréhendés. Également, un homme de la cinquantaine de Pont-Rouge. Ils ont été arrêtés sur place et ensuite libérés pour attendre les suites de l'enquête. Toujours dans les affaires policières, les policiers du poste de la MRC de Portneuf ont procédé à l'arrestation de 3 hommes âgés entre 27 et 36 ans pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. 2 contrevenants ont été arrêtés sur le 20 septembre sur l'autoroute 40, près du kilomètre 239 dans le secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade et sur la rue de l'Église à Donnacona. Le 3e individu, lui, fut arrêté le lendemain à Pont-Rouge. L'homme de 27 ans de Québec a échoué des kilomètres avec un taux d'alcool 2 fois supérieur à la limite permise. Il n'en était pas à sa première offense en la matière. Son véhicule a donc été saisi, son permis suspendu pour une période de 90 jours. Les policiers de la MRC de Portneuf ont poursuivi aussi leurs opérations à l'égard des véhicules hors route, alors qu'ils ont patrouillé les sentiers de quad du secteur de Saint-Raymond le 19 septembre et à Saint-Alban le 20 septembre. Les agents étaient accompagnés des agents du sentier du club local. Donc, lors de la patrouille à Saint-Raymond, durant les 2 journées, plus d'une cinquantaine de véhicules hors route ont été contrôlés, résultant en 6 constats d'infraction découlant de non-respect de la loi sur les véhicules hors route. Maintenant, pour ceux qui pourraient se chercher des emplois à la MRC de Portneuf, il y a donc des nouveaux emplois pour la MRC qui, lorsqu'ils seront comblés, en sera à 46 employés entièrement dédiés à faire avancer les dossiers qui touchent la région. Donc, la MRC cherche, dans un premier temps, un directeur ou une directrice générale adjointe, greffière trésorière et services administratifs. Donc, la personne sera responsable de la gestion des opérations liées au greffe, aux finances et aux services administratifs. Ensuite, un directeur ou directrice du développement économique, une personne qui pourra donc avoir pour mission de repérer, de saisir les occasions de développement et les affaires de croissance économique. Ensuite, directeur ou directrice adjointe en développement du territoire, donc sous la supervision de la direction générale, la personne titulaire du poste aura pour mandat de favoriser le développement et l'occupation du territoire. Ensuite, la MRC recherche un conseiller en aménagement du territoire, donc un aménagiste, toujours sous la supervision de la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La personne qui sera choisie pourra planifier, élaborer et mettre en œuvre les politiques et les règlements d'aménagement du territoire pour la MRC. Finalement, une 5e personne est recherchée. En fait, la MRC cherche un chargé de projet pour la mise en valeur du site du fort Jacques-Cartier du manoir Allsopp. On en parlait tout à l'heure. Évidemment, un site historique bien important. Alors voilà pour les nouvelles. On arrive à la fin du bulletin. En terminant, voici les prévisions météo. C'est donc ce qui complète Info CJSR. Merci à nos invités et aux membres de l'équipe qui ont rendu le bulletin de cette semaine possible. Arthur, Luc, Tony, Charles. Mon nom est Danick Julien et je vous souhaite un bon week-end. On se laisse sur des images du symposium de Rivière-à-Pierre.